le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Namushukuru Mungu anayotupa raisi ana hekima. Namushukuru Mungu anayotupa raisi anapenda nchi lake. Namushukuru Mungu anayotupa raisi anapenda Kongo isonge mbele. Felix yo yo yo, Felix Chilombo yo yo yo, Felix yo 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 yo. Jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'hymne, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Vous n'avez pas pu faire le déplacement pour être avec nous aujourd'hui et que tout de même vous tenez à ce que vous tenez à faire un petit mot de circonstance. Donc je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je salue d'abord pour tous les jeunes. Vous me suivez déjà? C'est bon? On vous suit, on vous suit. Et je salue tous les jeunes qui sont déjà prêts pour commencer la conférence. Et au nom du président du parti, l'honorable Djama Kaboula Kaboul, secrétaire général, M. Christian Kabouya, et à toute l'équipe, n'est-ce pas, du comité directeur de la Ligue des Jeunes, j'ouvre solennellement la conférence. Et je tiens vraiment à m'excuser. Vous savez, j'ai déjà préparé pour être avec vous là-bas à Bruxelles, mais les conditions sanitaires n'ont pas permis à ce que nous puissions nous retrouver là-bas. Mais nous sommes vraiment, comme on dit, loin des yeux près du cœur avec vous. Nous allons suivre de près la conférence et je vous souhaite en tout cas plein succès dans tous les travaux qui vont se dérouler de l'autre côté. Ok, IDPS viva. Viva. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Président. Merci. Sous vos applaudissements. Donc c'est sur ce mot que nous allons maintenant donner la parole pour le mot de circonstance aux autorités fédérales. Il s'agit dans un premier temps de passer la parole au président de la section Bruxelles. Ensuite suivra son collègue de la section Luxembourg. Et ensuite viendra les autorités de la Ligue de Jeunes Belux, la présidente de la section Bruxelles, Madame Audrey Mundine, et ensuite nous terminerons avec le président fédéral de la Ligue de Jeunes.
Sur ce, j'appelle donc le président de la section Bruxelles, Monsieur Mitch Michimbi, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Etienne Tshisekedi, héros national. Félix Tshisekedi, président de la République du Congo. Donc, normalement, comme il vient de le dire, je ne suis plus, je suis ancien président, je ne le suis plus. Vous comprendrez, mais comme il s'est fait que durant toutes ces années, nous avons milité, nous nous sommes battus, notre but c'était d'arriver au pouvoir. Je crois que quand chacun de nous vient dans un parti milite, c'est cela. Et les ambitions aussi, on ne peut pas empêcher aux uns aux autres d'avoir des ambitions. Mais tel que je suis là, parce que les gens vont me demander, mais qu'est-ce que tu es devenu? Non, je suis la réserve de la République. Voilà ce que je suis. Maintenant, je suis réserve de la République. J'attends, comme tout le monde, mais essayant toujours de continuer à aider mon parti, à aider le chef de l'État pour qu'on puisse avancer. Et comme premier message, d'abord je tenais ça à cœur pour dire, parce que je suis en train de passer un moment tellement difficile, je suis vraiment un vieux tel que je suis là, donc il est important, j'ai vu, ils ont marqué la jeunesse et c'est l'avenir. Mais cet avenir, si nous ne savons pas veiller sur cette jeunesse, il n'y aura pas d'avenir et puis nous n'aurons plus cette jeunesse avec ce qui est en train d'arriver. Maintenant, ce qui reste, parce que je sais que les gens vont dire, mais tu es resté là-bas, tu es venu, qu'est-ce qui se passe au niveau du parti? Où est-ce que nous en sommes? Moi, déjà, premièrement, seule chose que j'ai comme regret, j'ai dit que l'UDPS de l'extérieur, je ne vais pas pleurer comme le feu Etienne avait fait à son temps. Le président Etienne avait dit que l'UDPS est un morceau. Non, je ne crois pas comme cela. Je crois que pour ce qui est, surtout celui de Belgique, nous avons été un véritable modèle de lutte, de combat pour tout ce qu'il y a comme UDPS. Parce que ce qui est important, mes chers frères, ce n'est pas pour nous vanter. Je crois que l'UDPS est l'un des plus grands partis, je dis bien, l'un des plus grands partis au monde. Celui qui vous parle ici, c'est celui qui sait ce quoi, sur le plan diplomatique, hein, qui a vu toutes les institutions. Je dis pas seulement de Belgique, des institutions du monde. Celui qui vous parle. Donc l'UDPS, si quelqu'un ne connaît pas la grandeur de cette UDPS, souvenez-vous que ce parti, nous n'avions pas l'argent pendant 37 ans. Et nous avons pu développer ce parti avec nos propres moyens, où les gens travaillaient bénévolement. Je vous dis très bien. Ils me diront, mais toi tu n'étais pas à Kinshasa. Oui, c'est vrai, j'étais toujours ici en Europe, parce que ça va faire presque 52 que je suis ici, 52 ans que j'ai toujours été ici. Mais si vous voyez combien nous nous sommes déployés, depuis que le professeur Dukonda est venu arriver ici, et il nous a parlé, depuis ces années-là, donc 82, après la création 83, combien chacun, comme parole d'évangile, ont amené ce parti. Et aujourd'hui, partout où vous passerez, je dis bien partout où vous passerez, vous trouverez toujours quelque chose de l'UDPS. C'est pourquoi quand je vois que les gens qui viennent, qui ne comprennent pas l'importance de ce que nous sommes, et ça, c'est vraiment triste. Et puis, il y a quelque chose que les gens doivent comprendre aujourd'hui. Il faut que le logiciel qui est dans la tête de chacun de vous, qui était le logiciel de l'opposition, doit se transformer aujourd'hui. Nous ne sommes plus dans l'opposition. Nous sommes au pouvoir. C'est pourquoi ce genre d'initiative, quand j'ai vu ces enfants sur Dorlé et tous les autres, j'ai dit, je venais à peine d'arriver de Kinshasa, j'ai dit, combien je peux être fier, je peux me reposer maintenant pour voir combien la même chose. Ceux qui nous ont connus ici savent que c'est ce qu'on faisait. Jean-Jacques Lumumba n'est pas de l'UDPS. Mais nous, c'est ce que nous, le travail qu'on faisait.
Les gens se demandent aujourd'hui sur le génocide et toutes les choses. Nous étions le premier à parler du génocide congolais. Moi, j'ai tourné avec Charles Onana, le temps où personne ne l'acceptait. Mais on a fait tout le tour de l'Europe. Je suis allé avec lui en Afrique. On le déguisait en femme et puis on prenait de l'avion comme ça, on descendait des endroits. Et les gens ne peuvent pas oublier ces choses-là. C'est pourquoi je crois que vous êtes sur la bonne voie. Mais une seule chose, je vous demande, respectez le texte du parti. Ça, c'est quelque chose qui est important. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à faire de ce parti un parti moderne. Comme j'ai tendance à le dire, et les enfants savent pourquoi je dis, c'est cela. Nous devons, il n'y a pas question, vous devez comprendre qu'aujourd'hui, tel que nous sommes, nous ne pouvons plus encore continuer à lutter comme si nous étions dans l'opposition. C'est différent aujourd'hui. Et quand je vois, je me répète encore, quand je vois que ces enfants prennent des thèmes comme cela, que nous parlons de la corruption, ça c'est vraiment le plus grand fléau, non seulement du Congo, mais c'est ce fléau-là qui empêche même que ce pays, notre puisse se développer. Et moi j'étais fier de voir que le jeune homme qui est là, a fait, il a quitté. Quand je suis allé à Kinshasa, je me suis renseigné sur lui. Ça, c'est peut-être qu'il ne sait pas. Je voulais savoir, on m'a montré là où vous travaillez, je suis allé. Pourquoi? Parce que moi-même, depuis longtemps, j'ai toujours travaillé avec Transparence Internationale. Et vous comprendrez, ceux qui savent très bien que je fais partie des gens qui ont porté plainte contre Bongo, Sassou Nguesso, et puis Obiang Nguema. Donc voilà pourquoi je ne mets jamais le pied à Brazzaville, ça fait des années, il n'y a pas de problème. Je souffrais seulement de mettre le pied chez moi, mais maintenant, depuis l'accession de l'autre au pouvoir, enfin, après 52 ans, je vis quand même le Congo. Ça, c'est déjà quelque chose qui était formidable pour moi. Donc, vous comprenez? Donc, ce fléau-là, et vous ne pouvez pas vous imaginer, j'espère qu'il vous parlera, vous ne pouvez pas vous imaginer le degré de corruption et de vol qu'il y a au Congo. Je vous dis, le président Félix Tshisekedi n'a pas hérité un beau morceau, si on peut le dire. Quand vous entendez des histoires de cartes, ça c'est encore rien. C'est encore rien par rapport au degré de choses qu'on a vues, qu'on a fait. Donc c'est pourquoi je suis très content que Dorlé et toute l'équipe, Dorcas et compagnie, et l'homme de droit qui est là-bas. Donc je suis très content que maintenant, vous comprenez, et il faut que chacun de nous, chaque personne puisse comprendre ce qu'il y a. Donc, bref, pour dire que IDPS, continuez, respectez les textes, soyez respectés, soyez humbles. Maintenant, c'est à vous maintenant de continuer ce combat. Continuer ce combat, pas le combat de l'opposition, le combat de pouvoir maintenir ce parti et faire grandir ce parti. Vous voyez, aujourd'hui c'est différent. Vous devez changer, je dis bien le logiciel, changer totalement cela. Donc, voilà, je n'avais pas beaucoup. Merci d'ailleurs, la preuve en est que j'avais beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'était M. Michini, l'ancien président, le puissant de Tshisekedi, comme il le dit bien. Merci beaucoup. Nous allons sans plus tarder laisser la parole au président de la section Luxembourg, M. Jean-Jacques Kabongo. S'il vous plaît. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Fatih B! Béton! Fatih B! Béton! Fatih B! Béton! Et Okani. Je vais abonder dans le sens de M. Mitch Katumba. Nous sommes fiers aujourd'hui parce que nous avons mis sur les rails des structures de l'avenir qui sont les jeunes. Nous en sommes contents et nous en sommes heureux. Heureux pourquoi? Parce qu'ils ont la mentalité, ils ont la graine. Nous avons sémé. Comme l'a répété mon collègue Mitch, on a travaillé 37 ans sans argent,
sans moyens, mais avec la conviction. UDPS, c'est la conviction, le patriotisme. Si tu n'as pas la conviction, tu n'es pas patriote, tu ne peux pas accepter l'UDPS. Beaucoup de gens se demandent qu'est-ce que font ces gens ici. Vous voyez mon âge? Je suis à la pension ici en Belgique, en Europe. Mais je compte aller faire du travail dans mon pays. C'est pour vous dire que l'âge est déjà avancé et que la relève est assurée. Tous les jeunes que vous voyez ici, on les connaît. Les jeunes que vous voyez ici ne cessent de hanter les chemins de nos maisons, de nos habitations. Ils viennent, on parle, on discute, on va chez eux, on parle, on discute. Nous avons besoin de ceci, on donne quand les moyens sont là. Nous avons besoin de telles personnes, nous cherchons, nous leur donnons. Donc, pour cela, l'avenir est assuré. Je vais vous dire une anecdote ici que j'ai vécue personnellement avec le Sphinx de Limete, Papa Etienne Tshisekedi. On m'appelle à 2 h du matin, que le vieux est fâché. Il est fâché parce qu'on avait un rendez-vous très important, ici, quelque part. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut changer. Il n'a pas accepté que les invités puissent venir chez nous. Parce que nous avons demandé cette rencontre et que c'est à nous de nous déplacer pour chez eux. Donc, nous irons chez ces gens-là. Et c'était à l'époque où le monde entier savait que le papa Etienne Tshisekedi était très malade et qu'il ne marchait même plus. À ma grande surprise, le jour du rendez-vous, parce qu'on a changé les choses, je l'ai vu. C'était ma première rencontre avec le Sphinx de Limete. J'ai voulu m'agenouiller pour l'honorer. J'ai dit non, c'est un humain, le respect seulement. À le voir, se déplacer de Bruxelles au lieu des rendez-vous qui étaient à une centaine de kilomètres d'ici, je me dis, Dieu, il aime son pays. Il aime ce qu'il fait. Et à l'époque, il nous a dit, je vais vous laisser quelque chose. Nous allons y aller maintenant jusqu'au pouvoir. Ces jours-là, j'ai compris qui était Etienne Tshisekedi. Et qu'est-ce qu'il a sémé dans ses enfants d'abord et à tous les enfants de l'UDPS et du monde entier. Après cette rencontre, les gens, les invités, nous ont dit, le monsieur, il était âgé, il dit, vu son âge et vu le mien, et que lui se déplace pour chez moi, je l'honore. Il y a un monsieur qui accompagnait nos invités, sénégalais d'origine, frère au président Macky Sall. Il nous dit, gardez bien le père. Dès ce soir, je vais appeler le président Macky Sall pour qu'il aille au Sénégal. Je n'ai jamais pensé dans ma vie que je rencontrerais M. Etienne Tshisekedi. Tout ça, en bref, c'est pour vous dire que c'était une valeur sûre, une valeur incontournable. C'est pourquoi, quand on parle de l'UDPS, il faut penser, il faut avoir une pensée au Sphinx, à Papa Etienne Tshisekedi. Il a fait un bon travail. Il nous a laissé quelque chose, un héritage qu'on ne peut pas laisser au compte de certains individus. C'est pourquoi nous devons nous battre jusqu'au bout pour que le pouvoir que nous avons obtenu reste à
l'UDPS. Ce que j'avais comme mot à vous dire, bienvenue à tous. Nous avons assuré, la relève est là, ils vont continuer le travail. Nous vous remercions de vous être déplacés de chez vous jusqu'ici, laissant vos occupations habituelles. Merci encore une fois. Merci pour l'UDPS. Merci pour le président de la République, le commandant suprême de l'armée, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bravo à vous-même, bravo à l'UDPS. C'était M. Jean-Jacques Kapoungo. Merci beaucoup pour ces mots. Merci. Sans plus tarder, nous allons passer aux autorités de la Ligue de jeunes. Je vais appeler la présidente de la section Bruxelles qui reçoit cet événement, Madame Audrey Mundine, s'il vous plaît. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Merci. Bonjour à tous et merci à Igor pour la parole. Avant de commencer mon petit discours, je veux vraiment rebondir. Monsieur le Président d'Orlé, distingués invités, Mesdames et Messieurs, merci beaucoup d'être venus. Et je remercie aussi le Président d'avoir choisi notre juridiction à Bruxelles. Et ce que je peux dire, les sujets choisis, les thèmes choisis sont tellement importants pour nous les jeunes, nous qui voulons diriger le Congo de demain. Et je nous demande, les jeunes ou les personnes adultes, d'être vraiment très très attentifs parce que ça va vraiment beaucoup nous aider pour essayer de faire mieux. Parce que moi j'ai dit toujours, souvent on critique que oui, le Congo ne va pas changer ou alors telle personne a volé. Et alors nous, dans 10 ans, qu'est-ce que nous allons faire ? Est-ce que nous allons encore voler ou pas? C'est vraiment pour nous une opportunité d'être attentifs et essayer de changer le Congo de demain. Et félicitations à tous pour l'organisation presque parfaite. Et je vous souhaite déjà d'avoir une très très bonne conférence. Merci. Merci, docteur. C'était la présidente de la section Bruxelles. On va laisser la parole au président fédéral de la Ligue de jeunes, M. Dorley Matumona Ntumba. Merci beaucoup. Le vaccin? Président, promis. Promis, je vais prendre mon vaccin, c'est promis. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on parle de vaccin. Je pense que je vais vous demander de vous lever une minute pour nos frères qui sont morts à l'Est. S'il vous plaît, on a oublié ces sujets, c'est très important. Et aussi à la tante de notre président de la République qui est morte. Merci beaucoup, je vous prie de vous asseoir. Et donc avant de commencer, je vais aussi emboîter les pas, celle du président et nos deux présidents, et aussi la présidente de section Bruxelles. C'est très important de nous vacciner. C'est vrai que moi-même, honnêtement, j'ai été très réticent. Je ne croyais pas en ces vaccins. Mais en regardant ce qui se passe à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas rester indifférents. Donc, croyez-moi, j'ai pris l'engagement de me vacciner dans 1 ou 2 semaines maximum. Mesdames et messieurs, je voudrais avant toute chose, au nom de la Ligue des jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, Fédération Belux, exprimer nos profonds remerciements à M. Claude Ibalanki Ekolomba, coordonnateur national du mécanisme de suivi d'accord cadre d'Addis Abeba. Ainsi à M. Jean-Jacques Lumumba, aussi à M. le président de l'UDPS section Luxembourg et aussi à notre président honoraire de l'UDPS section Bruxelles, le Tout-Puissant, puisque lui reste notre présent éternel. Ainsi à la présidente de la Ligue des jeunes section Bruxelles, Mme Audrey Mundine. Merci beaucoup. Ainsi chaleureusement à vous qui avez bien voulu nous honorer de votre présence. Tout d'abord, la Ligue des jeunes est une structure d'appui de l'UDPS qui regroupe en son sein des jeunes de sexe de 18 à 35 ans qui adhèrent conformément à l'article 4 ainsi que l'article 50 de nos statuts.
Elle est rattachée au niveau national à la présidence du parti, au niveau fédéral et local aux exécutifs des bases. De surcroît, la vision de l'équipe est d'atteindre une visibilité à l'échelle européenne. Nous émettons le vœu de faire de la Ligue des jeunes UDPS Belux une référence et le fer de lance au niveau de la jeunesse UDPSienne en Occident. En conséquence, pour mettre en place cette vision, nous nous sommes fixés plusieurs objectifs. L'adhésion d'un plus grand nombre de jeunes est notre mission principale. À cela s'ajoute, entre autres, redynamiser, fédérer autour d'un projet de société, faire connaître l'idéologie de l'UDPS à la nouvelle génération, préparer les jeunes à être des futurs cadres, organiser des conférences, des rencontres, des réflexions, des cafés littéraires ouverts à tous. Le but étant de permettre à la diaspora congolaise de renouer les liens avec leur pays d'origine. Créer un cadre d'échange entre les Congolais de la RDC et de la diaspora. C'est dans ces cadres que nous nous retrouvons ici ce jour pour échanger autour de sujets des leurs, mais surtout d'avoir suffisamment d'informations sur comment, qui dirais-je, à la bonne source. La participation citoyenne au développement de notre cher et beau pays est une affaire de tous. Pour y arriver, il est alors nécessaire et indispensable d'être informé sur différentes questions et secteurs. Bref, faire une idée la bonne de la situation générale de notre pays. Pour conclure, je vais rapidement présenter l'équipe fédérale de la Ligue des jeunes UDPS Belux. Au niveau fédéral, nous avons un président, M. Dorley Matumona Tumba, un vice-président, M. Cédric Polécha, un secrétaire exécutif, M. Igor Mayambou, secrétaire exécutif adjoint chargé des mobilisations, M. Honoré Kabuta. Au niveau des sections, donc nous avons la présidente de section Bruxelles, Madame Audrey Moudine, elle était ici tout à l'heure, elle est là derrière, et ses adjoints. Au niveau de la Flandre, nous avons M. Dekris Mbimbi et son adjoint, M. Willy, et le secrétaire, M. Willy Enoch, et le secrétaire, M. Jonathan. Au niveau du Luxembourg, nous avons M. Guy Malumba et ses adjoints, mais malheureusement, il est en route, un peu en retard. Et à la Wallonie, c'est en cours d'installation, comme nous venons à peine d'arriver à la tête de la... Et pour une simple précision, c'est que la fédération, c'est une grande fédération. Nous avons des sections au niveau de l'UDPS, nous avons des sections, comme vous avez vu notre président de UDPS Luxembourg, mais nous avons aussi celle de la France, c'est de Metz, qui sont ralliés au Luxembourg, dont nous sommes très nombreux. C'est vraiment une grande fédération au cœur de l'Europe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Président Dorley Matumona. Merci beaucoup pour ces mots. Nous allons enfin pouvoir entrer dans le vif sujet de notre journée d'aujourd'hui. Dans ce qui est prévu dans notre programme, il était prévu que M. Ibaranki puisse intervenir en premier, mais nous apprenons qu'il est retenu actuellement à Goma avec le président de la République. Qu'à cela ne tienne, ils nous ont envoyé son conseiller qui est déjà en ligne, qui va présenter la thématique qui était destinée sur sa partie, qui concerne la paix et la sécurité en République démocratique du Congo. Est-ce que vous nous entendez? Allô? Oui, bonjour. Est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous reçois bien. Ok, super. Donc je disais tantôt que M. Ibaranki est retenu à Goma avec le président de la République. Donc il vous charge de pouvoir présenter la thématique qu'il devait présenter aujourd'hui. Tout à fait. Je vous laisse la parole. Je vais devoir... Merci beaucoup.
Je voudrais d'abord vous remercier pour avoir associé le mécanisme national de suivi à cette réflexion. Je voudrais, au nom du coordonnateur Ibalan qui vous exprimait toute la gratitude, il m'a chargé de vous entretenir sur la consolidation de la paix et de la sécurité en République démocratique du Congo. Rapidement, je veux me présenter. Je m'appelle Martin Ziakwaou. Je suis l'assistant principal du coordonnateur Claude Ibalanki. Mon intervention est axée autour de 3 points, à savoir très rapidement la présentation de la situation sécuritaire à l'est du pays, ensuite la présentation du programme en cours de formalisation, programme de paix et de stabilité de l'est de la RDC et de la région. Et enfin, il y aura quelques propositions. En ce qui concerne le premier point, axé sur la situation sécuritaire, le coordonnateur m'a chargé de vous entretenir beaucoup plus sur la dimension structurelle de ce problème. À cet effet, compte tenu du contexte dans lequel se tient ces assises, à savoir à quelques jours de la célébration, de la commémoration, voulais-je dire, de l'accession de notre pays à l'indépendance et à la souveraineté nationale et internationale, je voudrais commencer très rapidement par rappeler et nous convier à l'établissement d'un parallélisme entre le système léopoldien et la situation sécuritaire dans l'est de notre pays. En effet, le système léopoldien a duré environ 30 ans, si nous considérons la création de l'Association internationale pour le Congo en 1879, jusqu'à la cession du Congo à la Belgique en 1908. Et force est de constater que c'est aussi environ 30 ans déjà que persiste la situation très préoccupante de la sécurité à l'est du pays. Certains préfèrent placer comme première borne la guerre de l'AFDEL en 1996. D'autres considèrent que déjà vers les années 91-92, il y avait des signaux très inquiétants de l'insécurité, notamment dans le massif de Rutshuru-Walikale. Dans tous les cas, c'est 30 ans, d'une part, le règne de Léopold II, 30 ans déjà, ou presque, que persiste la situation sécuritaire à l'est du pays. Premier élément du parallélisme. Deuxième élément, la littérature abondante, vérifiable sur la toile internationale, la toile mondiale, indique que le système de travail forcé imposé par Léopold II avait causé la mort d'au moins 10 millions de Congolais. Malheureusement, plusieurs rapports, plusieurs études indiquent que 30 ans, depuis que la situation sécuritaire est si préoccupante à l'est du pays, nous avons déjà enregistré au moins 10 millions de morts. Troisième élément de parallélisme, c'est que le système léopoldien consistait notamment en l'exploitation des ressources naturelles, principalement le caoutchouc. La littérature abondante indique également que l'exploitation illégale et illicite des ressources naturelles dans l'est du pays constitue un facteur de la pérennisation de cette situation très préoccupante. Et donc, aujourd'hui, 26 juin 2021, à quelques jours de la célébration, de la commémoration, voulais-je dire, de la souveraineté nationale et internationale, nous sommes conviés, et c'est d'ailleurs l'intérêt de cette conférence, de réfléchir sur l'actualisation d'un passé qui a marqué négativement l'existence de l'espace devenu État, et donc, en réalité, une marche à reculons
de la RDC en tant qu'entité étatique. Et ceci... On va continuer avec notre programme. Il est prévu que maintenant nous allons donner la parole au président du Parti socialiste belge qui va nous parler du projet d'intégration de l'histoire belge, de l'histoire coloniale de la RDC dans l'enseignement belge. Si vous voulez bien, commencez par vous présenter. Il n'y a pas de problème. Merci. Il n'y a pas de problème. Je m'appelle Grégoire Cavassélé et je suis coprésident de la Fédération bruxelloise des jeunes socialistes. Et en fait, Laure ne pouvant pas être là parce qu'elle est retenue au Burkina Faso parce qu'elle est conseillère du président là-bas. Aujourd'hui, concrètement, moi je vais vous présenter les différents points qui ont fait cette intégration dans les prochains référentiels du tronc commun de cette histoire coloniale. Pour me présenter, moi je m'appelle Grégoire Cavassélé, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis conseiller communal à Saint-Gilles et je suis, depuis mes 18 ans, j'ai pris ma carte du Parti socialiste. Ça va? Comme vous le savez, on est tous partis à l'école et quand on va à l'école, il y a différentes classes, il y a différentes places qui sont décernées à certaines personnes. On voit très facilement ici en Europe que quand vous arrivez au devant de la classe, il y a des personnes qui sont dites des personnes intelligentes et puis il y en a d'autres au fond de la classe qui sont dites de façon un peu vulgaire, des personnes qui ne vont pas y arriver. Et malgré tout, dans cette école ou dans les écoles qu'on a pu fréquenter, il y a cette distinction et qu'on peut parfois vivre comme une certaine violence. Et Bourdieu parlait de ça en disant que c'était une certaine violence symbolique parce qu'il y avait une classe dominante qui était là, plus haute que certaines personnes qui étaient considérées comme des subordonnés. Et en fait, l'école, c'est une analogie très simple par rapport à la société dans laquelle on vit. Et dans certaines écoles, il y avait des élèves qui avaient entendu parler de l'histoire coloniale, qui avaient entendu parler, selon eux, des bienfaits de cette histoire coloniale, mais aussi des exactions qu'il y avait pu y avoir sur le terrain. Mais ce qu'il faut savoir, c'était que c'était simplement de par le propre chef de chacun des professeurs. C'était pas quelque chose de structuré, c'était pas quelque chose d'intégré, c'était juste si le professeur voulait parler de cette histoire coloniale, il en parlait ou il n'en parlait pas. Et avec la ministre Caroline Désir, qui fait partie du Parti socialiste, l'idée était de pouvoir se questionner et de se dire que parler de cette histoire coloniale qui est une histoire commune entre différents peuples, que ce soit le Rwanda, ou que ce soit le Burundi, et que ce soit nous-mêmes en tant que Congolais, c'était de pouvoir se dire que cette histoire devrait être intégrée à différents référentiels. Et quand on parle de référentiel, il faut bien distinguer deux choses. Il y a le programme, c'est-à-dire un PAE, programme annuel de l'étudiant que vous avez, et il y a le référentiel. Le référentiel, c'est comme une loi qui est donnée à toutes les écoles, et toutes les écoles doivent pouvoir intégrer les différentes choses qui se regroupent dans ce référentiel. Le programme, c'est quelque chose qui est lié simplement au pouvoir organisateur. Il y a un pouvoir organisateur laïque, communal et autres, et l'idée en fait, c'était de pouvoir se dire que il était possible de pouvoir intégrer dans le référentiel du tronc commun des sciences humaines la possibilité de pouvoir parler de cette histoire coloniale. Il y a une citation que j'aime beaucoup de Patrice Lumumba qui disait « Sans dignité, il n'y a pas de liberté. Sans humanité, il n'y a pas de justice. Et surtout, sans indépendance, il n'y a pas d'homme libre. » Et je pense réellement, pour arriver à cette liberté de chacun, et surtout à cette liberté de nous-mêmes, parce qu'on vit dans ce monde et surtout dans ce pays qui est la Belgique, mais parfois certaines personnes en fait oblitèrent cette histoire, parce que des fois elle leur met mal à l'aise. Et cette histoire doit pouvoir être connue de tous pour réellement pouvoir se construire et pas simplement dire que dans cette histoire il n'y a que quelque chose que nous ne comprenons pas. L'idée en fait du Parti socialiste, c'est vraiment de partir de ce tronc commun et de pouvoir l'intégrer. La deuxième étape, c'est de pouvoir former chacun des professeurs à cette histoire coloniale, pour que chacun des professeurs ne puisse pas se dire que moi, cette histoire coloniale ne fait pas partie de ma propre histoire, alors je vais l'oblitérer. Non. Chaque professeur doit pouvoir être formé pour pouvoir apporter à chacun des étudiants une réflexion critique sur le passé, sur le présent et surtout sur l'avenir, pour que chacun des étudiants soit des étudiants responsables et des étudiants engagés.
Dernièrement, l'un des points qui a été mis sur la table dans ce projet qui va certainement prendre beaucoup de temps, ce projet sur cette réforme des référentiels, on avait pensé à une journée pour les mémoires de l'histoire des diasporas. C'est pouvoir se dire que aujourd'hui, en Belgique, en plus comme on est à la capitale de l'Union européenne, on brasse un nombre considérable d'histoires différentes et des expériences de vie et des récits de vie qui sont très riches. L'idée, c'est de pouvoir en profiter via une journée là où on partage de ce qui fait notre différence. Parce que chacune de nos différences et chacune des choses qui nous font être ce que nous sommes est une richesse à partager avec l'autre. Et c'est dans cette altérité qu'il était important pour nous de pouvoir se poser une journée, pouvoir en parler et pouvoir faire en sorte que nous puissions grandir. Je ne vais pas être plus long, et quand les gens disent qu'ils ne vont pas être plus longs, c'est là où ils sont vraiment plus longs. Mais je voulais simplement conclure en disant que je suis vraiment très fier. Je suis vraiment très fier de faire en sorte que l'histoire de nos aïeux, l'histoire de nos parents, cette histoire coloniale qui déchire encore tellement et qui parle de ces mains qui ont été coupées, qui parle de ce port d'Anvers qui ont été investis avec des fonds qui viennent de chez nous. Cette histoire, c'est quelque chose qu'il faut parler, c'est quelque chose qu'il faut déconstruire. Il faut déconstruire pour que les enfants, je vois des petits-enfants derrière, qui puissent réellement avoir cette entièreté de cette histoire et qui puissent se composer avec, en se disant, oui, il y a eu cette partie, mais il y en a une autre. Et avec tout ça, en fait, c'est moi, je ne suis pas totalement belge, je ne suis pas totalement congolais aujourd'hui, mais je suis vraiment cette multiplicité de toutes ces parties. Amin Malouf parle beaucoup d'identité. Et en fait, je pense que chacun de nous sommes formés de plusieurs identités. Et c'est réellement une richesse et c'est réellement une affirmation que nous, ici au Parti Socialiste, on se dit que l'histoire coloniale belge doit pouvoir être partagée. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Merci beaucoup, Grégoire Paracélé. C'était donc là le co-président. On va laisser la parole maintenant à Madame Dorcas Minengo qui va nous parler de l'idéologie socialiste de l'IDPES. Alors cette partie sera présentée en deux parties. Dans la première partie, donc, ça sera Madame Dorcas Minengo, ensuite Monsieur Guy Minengo, désolé. Et ensuite, ça sera Monsieur Guy Kanoukan. Vous voulez composer ensemble? Ok, pas de problème. Bonjour à tous. Bonjour. Merci. J'aimerais d'abord remercier le président d'Orlé et toute son équipe pour la confiance qu'il nous a accordée. Pour la confiance accordée à ma petite personne et à mon ami Maître Guy. Donc je m'appelle Dorcas Minengo. Je suis la présidente honoraire de la Ligue des Jeunes. Donc, il y a Dorlé qui m'a succédé à cette fonction. Aujourd'hui, nous avons eu cette responsabilité de partager avec vous l'idéologie socialiste de l'UDPS. Donc, on va essayer d'aborder ça de la manière la plus simple, la plus compréhensible. Le socialisme, ou soit le communisme, des fois même le marxisme, ou soit capitalisme même, ou même le libéralisme. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de nous définir d'abord tous ces termes-là? Comme ça va déjà être clair, mais avec, si possible, vraiment la manière la plus simple pour faire comprendre à tout le monde. Et surtout, n'oublie pas qu'il faut le faire en frangala, parce qu'il y a des mamans ou nos amis qui n'ont pas accès à la langue française pour qu'ils puissent bien comprendre ces termes-là. Parce que le parti politique, d'habitude, quand on va vers ces mamans, on est en train de parler des termes, mais personne ne comprend ces termes-là. Donc voilà, Maître Guy, si vous pouvez juste nous expliquer la manière la plus simple, vraiment. Merci et bonjour à tout le monde. Bonjour. Semble-t-il que la répétition est la mère de l'apprentissage. Nous allons vous rappeler un certain nombre de notions que vous avez étudiées à l'école, que nous aussi peut-être que nous lisons à la bibliothèque. Mais la première répétition, c'est la présentation. Je suis Kanoukan Guy Albert. Semble-t-il que je suis juriste. Oui, parce que Socrate nous demande de douter de doute cartésien. Donc je suis juriste et je suis avocat.
du moins au Congo. Ici, je suis chercheur en droit de l'homme et je suis aussi quelqu'un qui travaille comme parajuriste, donc collaborateur des avocats ici. Voilà, peut-être que demain on deviendra aussi avocat ici. Vous n'avez rien entendu. Je voulais dire que nous voulons revenir sur ces notions qui parfois, quand on les invoque, ça saute aux yeux et parfois ça sème des conflits ou des confusions. Commençons par le socialisme. Quand on parle de socialisme, parce que l'UDPS, c'est le parti socialiste du Congo, s'il faut le dire en termes simples. Et je ferai aussi l'effort peut-être de revenir en Lingala, peut-être pas en Swahili ou en Kikongo ou en Chiluba, mais surtout les Lingala. Le socialisme, c'est en fait une doctrine. Cette doctrine tend à privilégier plus l'intérêt général. C'est comme ça que vous voyez notre héros, Papa Étienne Tshisekedi, parlait toujours du peuple d'abord. Et quand on parle de peuple d'abord, c'est le souverain primaire. Et si on privilégie l'intérêt général, c'est qu'on voit l'intérêt du souverain primaire. Et le socialisme tend aussi à s'opposer surtout au libéralisme, parce qu'il y a eu cette dualité qui s'est créée, et c'est ce qui a été même le credo du moment de la guerre froide. Il y a au niveau international des gens qui défendaient l'individualisme, c'est-à-dire que si moi je sais créer autant d'entreprises, j'essaie de devenir riche et richissime au milieu des gens, de mes voisins à côté qui sont extrêmement pauvres, et ça ne dérange en rien. À côté de cette logique capitaliste, avec d'autres qui croyaient qu'il n'est pas bon d'être riche seul. C'est bien plutôt d'être riche en communauté, en société, en groupe. C'est comme ça que cette idéologie du socialisme a vu le jour, et c'est ça qui constitue notre choix en ce qui concerne l'UDPS et à l'international, quand on parle de l'international socialiste. Le marxisme aussi, ce sont presque des idées ou sinon une doctrine proche de ce que je viens de citer, qui privilégie plus l'intérêt général, l'intérêt de la population. C'est comme ça que vous voyez ici les idées comme l'intégration, les revenus d'intégration, comme si tout le monde, avec les droits de l'homme, devrait avoir un petit revenu, ce qui n'est pas encore le cas dans les pays en voie de développement comme notre pays et les autres pays d'Afrique. Tout le monde devrait avoir droit à quelque chose. Mais c'est ce qui est venu aussi du marxisme, qui parle plutôt d'une doctrine philosophique, sociale, économique, élaborée par Karl Marx, que nous avons entendu à l'école, Friedrich Hegel et leurs continuateurs que nous n'allons pas avoir le temps d'aborder ici. Ils sont aussi des gens qui pensent plutôt à l'intérêt général, parce que Karl Marx a plus les luttes de classe. On devrait avoir que dans le passé, il y avait des classes bourgeoises, il y a des classes prolétariennes et il y a les classes des ouvriers. Et c'est tous les combats des socialistes qu'il faudrait qu'il y ait une classe moyenne. Il y a aussi les communismes, qui sont tous les groupes de ceux qui pensent à l'intérêt général. Avant que nous puissions aller au capitalisme, ceux qui pensent à l'individualisme que nous avons déjà cité ici. Le communisme, c'est une organisation politique sociale fondée sur la suppression de la propriété privée au profit de la propriété collective. Vous voyez que quand on parle de propriété collective, c'est l'intérêt général encore. Parce que les gens qui amassaient les richesses, qui devenaient tellement riches, on ne pouvait pas prendre les richesses et distribuer aux autres. Mais le communisme venait avec cette idéologie-là qui essayait un peu de voir, c'est comme ça vous voyez dans d'autres États, il y a des taxes que les gens riches payent un peu, qui soient plus élevés pour essayer d'équilibrer un peu les revenus au niveau de la République, ou au niveau du pays.
mais aussi ce qui nous concerne le plus, parce que l'IDPS, et même en Belgique aussi, il y a des progressistes socialistes qui sont à la fois peut-être qu'ils aimeraient bien faire du capitalisme et qui aimeraient bien faire du socialisme, c'est ce qu'on a appelé les social-démocraties. Et là, c'est l'hybride qui prend un peu du socialisme et qui prend aussi un peu du capitalisme pour le mettre dans une sauce et essayer de conduire la République dans la manière la plus bonne. Avant de finir cet ensemble de notions, je voudrais voir aussi le capitalisme et le libéralisme, que j'avais déjà dit, le libéralisme. Mais le capitalisme, c'est ce que nous pouvons appeler aussi un régime économique social dans lequel les capitaux, sources de revenus, les moyens de production et les échanges n'appartiennent pas à l'État, mais plutôt aux détenteurs des capitaux privés. Vous voyez que les multinationales sont devenues des faiseurs des lois. Il y a des sociétés internationales, des sociétés multinationales qui ont des budgets plus colossaux que les États. C'est comme ça que vous voyez même l'OPEP, l'Organisation de production de pétrole, c'est eux qui fixent les prix alors que c'est une organisation privée. Ils ont tellement de l'argent que même les États ne savent plus les contrôler. Alors là, c'est le capitalisme. Et ils prennent le libéralisme, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent parce qu'ils sont riches, ils sont capables de faire. C'est comme ça que vous voyez même d'autres qui pensent que les gens qui s'associent dans les vaccins, par exemple les couples bien qui sont divorcés, Madame Bill et Madame Medina, semble-t-il qu'ils sont divorcés, je ne sais pas, je n'ai pas confirmé ce que je ne sais pas. Comme ils sont riches, ils essaient même de financer l'OMS, ce qui est bien d'ailleurs des œuvres caritatives, mais ils sont tellement influents parce qu'ils ont de l'argent et beaucoup d'argent. C'est ça qui fait qu'il faudrait qu'on puisse équilibrer les choses pour que les choses aillent de manière vers la satisfaction de l'intérêt général. Merci, Maître Guy. Qu'est-ce que nous devons retenir concrètement? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de nous donner des caractères qui caractérisent? On ne va pas aborder toutes les caractéristiques de chaque courant, mais ce qui nous intéresse ici, ça sera plus le socialisme et la social-démocratie qui nous intéresse. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de nous donner vraiment des caractéristiques de ces deux courants idéologiques? Comme ça, on va passer au prochain. S'il faut trouver un peu il y en a beaucoup, des caractéristiques de ces courants politiques et idéologiques. Mais je voudrais prendre par exemple à ce qui concerne les caractéristiques du socialisme. Nous avons la lutte contre les inégalités sociales. Comme ce que je venais de dire ici, s'il y en a qui sont tellement riches et il y en a qui sont tellement pauvres, ça fait une inégalité sociale, ça fait un hiatus. Et les partis socialistes à l'international et l'IDPS au niveau national combat cette inégalité sociale, le fait que des gens qui sont tellement riches qu'ils peuvent même bousiller leur argent comme ils veulent, et à côté il y a des gens qui meurent de faim, disent que c'est pas normal. Ça c'est la première caractéristique pour le socialisme. Mais aussi deuxième caractéristique pour n'apprendre que Dieu, c'est la défense de la justice sociale et la justice distributive. Donc si on a beaucoup de ressources, il serait mieux peut-être de les redistribuer à la population. Il y a même des études qui ont prouvé qu'il y a plus de fonds, il y a plus de l'argent dans le monde que d'individus. Et si la richesse mondiale pouvait être divisée de manière équitable, il n'y aura pas de pauvres dans le monde. Et c'est comme ça que nous, l'IDPS au niveau congolais, en tant que parti socialiste, et les autres partis socialistes à l'international, nous essayons de combattre cette inégalité sociale et essayer d'encourager la redistribution des richesses de l'État, mais aussi la justice distributive. Pour ne citer que cela, je vais prendre aussi des caractéristiques de la social-démocratie qui est, je disais tout à l'heure, l'hybride. Ici, on encourage plus l'interventionnisme étatique. Parce que dans le capitalisme, on demande à l'État de se mettre dans un coin avec des lunettes des régulateurs de l'économie, avec des lunettes des régulateurs de la société, sans intervenir dans l'économie, sans intervenir dans d'autres choses. Mais le capitalisme
n'a pas raison. L'État aussi peut intervenir dans l'économie. C'est comme ça que vous voyez la libéralisation de certaines entreprises où l'État garde les parts et il donne aussi aux autres afin qu'ils puissent travailler. C'est ce qui montre le caractère hybride de ces régimes. Mais aussi on peut voir dans la social-démocratie la défense de l'économie du marché et les concertations sociales. L'économie du marché doit être défendue parce que le marché ne doit pas échapper au contrôle de l'État. L'économie doit être régulée par l'État. C'est comme ça que vous voyez dans des États, je veux dire sérieux, il y a des sociétés où il y a des organismes de société civile qui militent à la régularisation des prix et à la protection des consommateurs. Donc l'État doit voir cela et doit régulariser les choses pour que les marchés puissent être stables. Sinon il y aura inflation, sinon il y aura rareté des ressources. Et quand il y a rareté des ressources, les choses deviennent chères. Et autre chose pour finir, c'est la concertation sociale. Et ça, la Belgique en a fait son credo. Vous voyez que la concertation, sinon les compromis est tellement belge. Quand il y a des choses, il faut qu'il y ait autour du table les employeurs, les employés et l'État pour qu'on puisse réfléchir ensemble sur les mesures et les solutions idoines pour résoudre les problèmes dans les marchés et au niveau de l'État. Merci beaucoup, Maître Guy. Mais tout ça, c'est bien, ça c'est au niveau international. Donc aujourd'hui, on va plus passer notre temps à voir comment cette idéologie est arrivée en République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, il faut parler de l'UDPS, l'idéologie socialiste udepécienne. Donc, est-ce qu'il y a moyen de nous expliquer un peu comment cette idéologie est atterrie en République démocratique du Congo via l'UDPS? Bien. Ces belles idées que nous avons présentées de manière magistrale ne se sont pas arrêtées au niveau international et au Congo. Après l'indépendance du Congo, vous savez, nous commémorons l'indépendance de la RDC parce que ça va arriver bientôt dans quelques jours, parce que ce n'est pas un jour ouvrable, que peut-être nous avons anticipé cet événement aujourd'hui. Après l'indépendance du Congo, après tous les problèmes que nous avons connus au Congo, après l'accession au pouvoir du président Joseph Kasavubu et après les coups d'État de Mobutu, après les moments où Mobutu commençait à devenir Tatabo, Mamabo, Mokondibo, Libotabo, les gens qui avaient les idées de cette idéologie qui étaient plus tournées vers l'intérêt général, mais surtout au respect des droits fondamentaux, au respect de la personne humaine, au respect de la dignité humaine, se sont dit un jour, mais on ne va pas continuer comme ça quand même. Donc le contexte qui a fait atterrir ces idéologies au Congo, c'était la dictature, le régime dictatorial du MPR et la destruction du tissu économique, social par Nkoyi Mobile. Vous voyez bien. Et cela a fait que un certain nombre de gens, mais sinon avant même un certain nombre de gens, parce qu'il y a des groupes de parlementaires qui ont contesté cela, déjà la population était en grogne. Il y avait des contestations politiques et sociales des forces vives de la nation. C'était par rapport à quoi? De la gestion chaotique de la chose publique, du monopartisme, de l'intolérance politique, de cumul des fonctions. Il y a même des gens qui imprimaient de l'argent à cette époque-là. Il y a mon père qui me dit parfois, mais pour devenir riche, quand vous étiez, je vais dire, ami de Mobutu, c'était facile. Il va vous donner seulement l'autorisation même d'imprimer des billets de banque et puis vous injecter. C'est ce qui faisait l'inflation, ce qui faisait que les francs congolais perdaient sa valeur. Les francs, je vais dire les francs congolais, les Zaïrois, les nouveaux Zaïrs, les francs Zaïrois, les nouveaux Zaïrs, parfois on changeait et on mettait même les visages de Mobutu dans les billets. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la pauperisation, donc faire rendre toute la population pauvre. Mais aussi l'injustice sociale, c'est que nous avons décrié dans l'idée du capitalisme, les inégalités sociales, les trafics d'influence. Nous tous, nous connaissons que si tu as une accroche avec quelqu'un, jusqu'à présent, il y a même des
des reflets de ces comportements. Oyebi Nazanani, Ozo Sakanangai, le trafic d'influence. Et il y a même la gestion opaque des finances publiques, l'inflation monétaire, la violation massive des droits de l'homme, mais aussi les tueries secrètes, les traitements inhumains et dégradants. Il y a même une anecdote qu'on disait que lorsque vous présentez devant Mobutu et vous comparaissez, si vous avez été accusé de quelque chose, s'il dit que Nalingina Mona été, c'est-à-dire le babo qui est exécuté. Je ne sais pas si c'est vrai, mais les gens qui l'ont fréquenté disaient cela. Et tout cela a fait révolter un certain nombre de gens. Entre autres, nous avons les 13 parlementaires parmi lesquels il y avait notre héros national, Étienne Tshisekedi Wamulum. Et tout ça a conduit qu'on puisse avoir l'idéologie qu'ils ont vue à l'international, essayer de les transposer au niveau national, afin que les choses marchent comme ça marche dans les pays des hommes normaux. Voilà. Oui, Maître Elie, merci. Donc tout à l'heure quand vous parlez, vous avez mis l'accent sur le 13 parlementaires. Est-ce qu'il y a moyen de... Voilà. Est-ce qu'il y a moyen de citer les noms de ces vaillants héros? Ce sont des héros, parce qu'à l'époque, faire face à Mobutu, c'était pas évident. Donc je vais même demander à la scène d'applaudir pour ces noms-là. Ah, oui. Parce que c'était pas n'importe qui pouvait oser dénoncer ce qui s'est passé à l'époque du régime de Mobutu. Donc on peut vraiment avoir un respect à leurs égards. Donc, on va continuer. IDPES, tout ça, ça ne nous dit pas si c'est l'IDPES, c'est déjà né ou pas? Non, tout cela, après cette lettre, l'IDPES va être créé le 15 février 1982. Et l'IDPES a été créé pour lutter, comme ce que je disais, contre la dictature et instaurer la démocratie, un état de droit, afin de promouvoir le progrès social et le développement du Congo. Et entre autres, les personnes qui ont mené ce projet, ou sinon les pères fondateurs, vous avez les noms que nous n'allons plus revenir pour ne pas prendre assez de temps. Et voilà, l'IDPES est créé avec des idées socialistes pour que l'intérêt général soit mis en avant et que le respect des droits fondamentaux soit aussi respecté et la dignité humaine. Voilà, merci Maître Guy. Mais très vite, on va essayer de donner en quelques mots ou bien quelques phrases. Allez-y, allez-y. Merci. Le parcours de l'IDPES depuis sa création jusque maintenant. Mais on va plus se baser par rapport aux événements historiques, les événements historiques politiques de notre pays pour essayer de situer un peu le combat de l'IDPES. Pour commencer, c'est vrai que l'IDPES a commencé, a vu le jour le 15 février 1992, mais nous on va déjà commencer, pardon, 82, mais nous on va vite sauter pour venir jusqu'en 1992 avec la conférence nationale souveraine. Mais juste avant ça, tout le monde se souvient de la date du 24 avril, avec comme phrase « Comprenez mon émotion ». Donc ça marquait le début parce que pendant toutes ces années-là, on peut dire 8 ans, l'IDPES était un parti clandestin. Donc c'était le 24 avril, pardon, qu'avec le discours de président Mobutu à l'époque, qu'il a libéralisé le parti politique en tout cas. Donc, pour aller très vite avec le parcours de l'IDPES, donc nous avons la conférence nationale souveraine. L'IDPES a participé à cette conférence avec en tête le président Kibasa, à l'époque était le président de l'IDPES. Et à l'issue de cette conférence, il y a le monsieur Étienne Tshisekedi Wamulumba qui a été élu Premier ministre à l'époque, qui n'a pas pu travailler malheureusement, vous savez, le contexte. J'en passe. On est arrivé en 1997 avec le coup d'État militaire
qui a mené à la chute et à la fuite du président Mobutu. Donc ce qui a marqué l'entrée aussi de la FDEL. Là, IDPS n'a pas non plus travaillé avec Laurent Désiré Kabila. On est resté encore à l'opposition. On va vite aller. Donc en 2001, le président Kabila, Laurent Désiré qui décède. Il y a son fils Kabila, le fils qui prend le pouvoir. Mais là, malheureusement, le pays est en morceaux. Vous le savez tous, vous vous rappelez, à l'époque, il y avait des groupes de rebelles un peu partout dans les 4 coins de la République. Le nord était occupé par la MLC, Jean-Pierre Bemba. À l'est du pays, il y avait RCD Goma, Azarias Rouberois, avec tout ce monde-là qui... Donc le pays était divisé avec des guerres par-ci par-là. Merci beaucoup, Madame Minengo. Est-ce que vous pourrez conclure, s'il vous plaît? Allez à la conclusion parce que là ça commence à tirer à longueur. Si vous pouvez conclure, ça serait bien. On va vite conclure parce que le plus important c'était un message pour montrer l'importance de la participation de chacun d'entre nous. En tout cas, en tant que jeunes, nous, aujourd'hui, IDPS est au pouvoir, c'est bien, mais c'est pas encore fini. Donc le combat n'est pas encore fini. Il faut vraiment l'instauration totale d'un état de droit au pays. Comme a souligné les intervenants tout à l'heure, que c'est triste en fait la situation actuelle du pays. Les défis sont énormes. Ça demande la participation de chacun d'entre nous. Ce n'est pas que l'affaire du président Félix qui est au pouvoir, mais c'est l'affaire de tous, surtout la diaspora. On a vu l'appel de coordonnateurs qui demande à la diaspora pourquoi ne pas aller aider à la restauration des écoles, des rétablissements des écoles à l'est du pays. Il faut participer. Chacun doit mettre la pierre à l'édifice pour la reconstruction de notre pays. Le pays était par terre. Donc on lance vraiment l'appel à chacun, que ce soit la diaspora, que ce soit ceux qui sont sur place à Kinshasa, que chacun de nous puisse participer à la reconstruction de notre pays. Ce n'est pas que l'affaire du président ou bien aux députés ou aux politiques. Non, chacun dans son domaine peut investir pour le pays, pour faire avancer le pays. Vous êtes médecin ici, vous pouvez aller investir. Vous êtes, je ne sais pas, on encourage l'entrepreneuriat de jeunes. Jeunes, il ne faut pas vous dire c'est moi qu'on est limité. Non, ce sont des jeunes qui ont libéré notre pays en 1960. Ils étaient jeunes à l'époque. Hein. Je crois que on avait le même âge. Maintenant, là, c'est notre tour. Donc, je vais terminer avec cette citation de Gandhi. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était donc Madame Dorcas, la présidente honoraire de la Ligue des Jeunes Fédération Belux, et Maître Guy Kankan, membre du comité des sages de notre Ligue de Jeunes.